Chers étudiants, bonjour. Donc, nous continuons le chapitre 1. Alors, on a vu donc dans la vidéo, la précédente vidéo qu'on pouvait déterminer la masse moyenne d'un atome à partir de ses isotopes. Donc ici, inutile de vous rappeler qu'il faut absolument que vous ayez vu ce qu'on a fait avant cette séance pour pouvoir suivre le cours. Donc, je vais vous faire quand même un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on était arrivé au fait que le modèle qu'on allait adopter pour l'atome, c'est celui de Rutherford. Donc, dans ce modèle-là, l'atome est considéré comme étant une sphère avec une masse de faible dimension au centre et où sera concentrée la masse totale du noyau de l'atome. Et autour du noyau, il y a des électrons. Comme l'atome est chargé, n'est pas chargé, donc elle est électriquement neutre, donc la charge positive du noyau, elle sera compensée par la charge négative des électrons. On a ensuite vu que les atomes que l'atome était caractérisé par un symbole X et que et que chaque atome a ici, je vais vous montrer quand même. Donc vous avez un atome symbolisé par X. En bas à gauche, vous avez le numéro atomique ou la masse du noyau ou le nombre de protons. Et vous avez en haut à gauche toujours le nombre A et ça va être le nombre de masse. On appelle ça le nombre de masse. Donc A, ça va être le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Et Z, ça sera la charge du noyau ou le numéro atomique. Donc, on avait défini les isotopes. Donc, on avait dit donc dans la nature, on peut trouver des éléments qui ont la même. Et cette valeur de Z, je veux quand même vous le rappeler, elle est caractéristique de l'élément. C'est-à-dire, chaque élément, il a une valeur de Z qui lui est propre. Alors, comme dans la nature, comme je viens de dire, on peut trouver des éléments qui ont la même valeur de Z, mais avec un nombre de neutrons différent. On appelle ça des isotopes. Alors, on a beaucoup d'éléments qui se trouvent comme ça. Donc, à titre d'exemple, on va citer le magnésium. Donc, le magnésium, ici, vous avez le magnésium qui a A égale à 24, ici 25, ici 26, mais la valeur de Z, elle est pareille pour les trois. Et ainsi de suite, le deutérium, le carbone, etc. Donc, et les isotopes, chaque isotope, il y a toujours un qui sera majoritaire, c'est-à-dire qu'il y aura un pourcentage très grand, et les autres, ils auront un pourcentage assez faible. Et la masse de l'atome, ça va être la somme des masses des isotopes, de l'isotope I fois son pourcentage. On peut aussi donc définir la masse atomique en fonction des constituants de l'atome. Donc, on peut définir la masse atomique, c'est égal à la masse des électrons fois le nombre d'électrons. Donc, c'est toujours Z parce que si l'atome est neutre, on l'a dit on l'a dit avant, c'est la masse des protons fois le nombre de protons et la masse des neutrons fois le nombre de neutrons. Alors, comme on a vu que la masse des électrons, elle était très, très faible par rapport à celle des protons et des neutrons. Donc, dans les calculs, on va pouvoir la négliger. Et donc, ce terme-là, on va pas tenir compte de ce terme. Donc, on aura la masse atomique, ça va être la masse des protons fois Z plus la masse des neutrons fois N. Alors, dans le système international, la masse, elle est exprimée en kilogrammes. Et comme la dimension de l'atome est très faible, donc de dimension faible et de masse aussi très faible, donc cette unité-là de kilogramme n'est pas adaptée à l'atome. Donc, on va choisir une autre unité qui est plus adaptée, c'est l'unité de masse atomique. Alors, elle est définie comme étant le 1/12e de la masse de l'isotope 12 du carbone.
Donc, je m'explique. Donc, une unité de masse atomique égale à 1 sur 12 fois la masse de l'atome du carbone, de l'isotope 12 du carbone. Alors maintenant, on doit déterminer quel est l'équivalent en kilogrammes de cette unité de masse atomique. Alors ici, donc, lorsque vous dites le carbone, ici, la masse 12, ça c'est la masse d'une mole. Donc, une mole de carbone, une mole d'atome de carbone, pèse 12 grammes. Donc, si vous voulez avoir la masse d'un seul atome, il faut diviser par le nombre d'Avogadro parce qu'on sait qu'une mole, c'est n atomes. Donc, une mole contient n atomes. Et donc, la masse d'un atome, ça va être la masse de la mole sur n. Donc, on peut remplacer ici la masse de l'atome par 12 sur n et ça sera en grammes. Donc, on aura, ici, on simplifie par 12 et ça sera donc l'unité de masse atomique 1 sur 6,023 10 à la puissance 23 égale à 1,6604 10-24 grammes ou 10-27 kilogrammes. Alors ici, vous avez vu dans la définition, on a parlé de l'isotope 12 du carbone. Mais en fait, en réalité, ce choix-là, il est arbitraire parce qu'on aurait pris n'importe quel atome, on serait arrivé au même résultat parce que, comme vous voyez ici, on simplifie par la masse du carbone et donc n'importe quel atome aurait donné la même chose. Donc, le choix, il est vraiment arbitraire. Donc ici, nous avons défini l'équivalent en kilogrammes de la masse, de l'unité de masse atomique. On a dit donc c'est égal à 1,6604 10-27 kg. Donc après, pour la suite, pour les calculs, vous n'avez pas besoin de refaire cette démonstration. Il faut juste retenir ce chiffre. Si vous ne vous souvenez pas du résultat 1,66 10-24, il suffit juste de diviser, de dire l'unité de masse atomique, c'est 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur le nombre d'Avogadro. Et c'est plus facile à retenir. Alors, on va définir la masse molaire par rapport au gaz. Donc, la masse molaire, c'est quoi? Donc, on a dit c'est la masse d'une mole d'atomes lorsqu'il s'agit des atomes, de molécules ou de corps composés. Exemple, une mole d'atomes de carbone, c'est la masse d'une mole d'atomes, ça va être ça va être 12 grammes. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est définir la masse d'une mole. Alors, il y a une relation qui va lier la masse molaire à la densité. Alors, dans le cas des gaz, une mole possède des masses différentes selon la nature du gaz. C'est-à-dire, une mole de gaz, elle aura la masse d'une mole de gaz, elle est différente selon la nature du gaz. Par contre, le volume d'une mole de gaz est toujours le même dans les conditions de température et de pression standard, c'est-à-dire les conditions standards, c'est la pression 1 atmosphère et la température 0 degré. Donc, dans ces conditions-là, on définit le volume d'une mole égal à 22,4 litres. Et nous avons la relation, la densité, c'est quoi? La densité, c'est la masse de 22,4 litres de gaz sur la masse de 22,4 litres d'air. Alors, on sait que la masse d'un litre d'air est égale à 1,293. Donc, la masse de 22,4 litres d'air, ça va être 22,4 fois 1,293. Donc, la masse de 22,4 litres de gaz, c'est la masse molaire, c'est M. C'est la masse d'une mole. Donc M égale à 29 fois la densité. Donc, ça, c'est une relation, probablement vous l'avez déjà utilisée auparavant. Donc, voilà d'où elle vient. Alors, ce paragraphe, donc, on va parler des réactions nucléaires. Donc, avant de définir ce que c'est une réaction nucléaire, on va parler d'abord de la relation d'Einstein. Alors, dans la relation d'Einstein, donc, dans le domaine des noyaux au nucléaire, alors, l'étude des réactions ou des chocs entre les particules, il a montré que ce choc-là pouvait faire disparaître
des substances et donner aussi naissance à d'autres substances avec bien sûr une énergie très grande. J'insiste là-dessus. Les énergies qui se passent au sein des noyaux sont des réactions très énergétiques. Alors, donc, Einstein va établir une relation qu'il appellera relation équivalent masse-énergie. Et elle est donnée par la relation suivante, E égale à mc carré. Alors, cette relation-là implique, ça veut dire que à chaque masse, on va correspondre une énergie. D'accord? Donc, puisque ici la masse est exprimée en kilogrammes et la vitesse de la lumière c est exprimée en mètres par seconde, donc l'énergie sera exprimée en joules. Il y a une autre notion très importante dans ce genre d'exercice, c'est la notion de défaut de masse. Alors, c'est quoi un défaut de masse? Alors, lorsque vous avez un choc, lorsqu'il y a la fusion des nucléons pour former un noyau, alors on a constaté que la masse du noyau formé est toujours inférieure à la masse des produits de départ. C'est-à-dire, lorsque vous allez former un noyau, par exemple, d'hydrogène, le noyau qui sera formé, sa masse, elle sera toujours inférieure à la masse du proton et la masse du neutron qui ont participé à la formation de ce noyau. La différence entre les deux masses, ça s'appelle le défaut de masse. Donc, vous avez le défaut de masse, ça va être Z fois la masse du proton plus N fois la masse des neutrons. Ça, c'est la masse, on peut appeler ça la masse théorique, moins la masse du noyau formé. Donc, lors de la formation de ce noyau, il y a une perte de masse qu'on appelle delta M. Et selon la relation d'Einstein, ce défaut de masse, et à ce défaut de masse, on peut associer une énergie. Delta E égale à delta M fois C carré, qu'on appellera par la suite énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, c'est l'énergie qui est due à la différence ou le défaut de masse lorsque vous avez au moment de la formation d'un atome. On peut aussi calculer cette énergie par rapport au nucléon. Donc, si vous divisez l'énergie calculée par le nombre de nucléons, c'est-à-dire A, on obtient une énergie qu'on appellera énergie F et ça va être l'énergie de liaison par nucléon. Il y a une autre notion aussi à définir, c'est l'électronvolt. Alors, l'électronvolt, c'est quoi? C'est l'énergie libérée lorsqu'un électron est accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un électronvolt, c'est égal à 1,602 10-19 joules. Alors, dans ce genre de réaction nucléaire, l'énergie est souvent exprimée en électronvolts ou méga-électronvolts. Et sachant qu'un méga-électronvolt, c'est égal à 10 à la puissance 6 électronvolts. Donc, toujours, on a besoin de savoir il faut toujours savoir convertir les joules en électronvolts ou les électronvolts en joules selon l'exercice qu'on vous demande. Et bien entendu, lorsque vous avez les électronvolts, donc il suffit de faire cette relation, d'utiliser cette relation pour convertir les électronvolts en méga-électronvolts. Alors ici, à titre d'exemple, on va donner l'exemple, on va étudier la formation du noyau de deutérium. Donc le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. La charge Z égale à 1 et il y a un proton et un neutron comme particules dans le noyau. Alors, ici, donc, la masse du proton, c'est 1,00073 unités de masse atomique. La masse du noyau, du neutron, pardon, c'est 1,0087 unités de masse atomique. Et la masse du noyau formé, c'est 2,0147 unités de masse atomique. Alors, dans les exercices comme ça, il ne faut jamais simplifier comme ça au premier, au deuxième chiffre après il faut vraiment aller au-delà parce que comme vous allez voir ici, lorsque vous faites la différence entre la masse
calculer, c'est-à-dire la somme des masses des protons et des neutrons moins la masse du noyau, la différence, vous l'avez seulement au niveau du quatrième chiffre. Donc, il ne faut vraiment pas simplifier avant. Donc, lorsque vous calculez la masse théorique du noyau de deutérium et la masse du noyau que vous obtenez, qu'on a expérimenté, si vous voulez, le défaut de masse, ça va être la masse théorique moins la masse du noyau. Et c'est 2,06 moins 2,0147 unités de masse atomique. Donc, c'est égal à 1,3 10 moins 3 unités de masse atomique. Donc, pour calculer l'énergie libérée, il va falloir revenir à la relation d'Einstein. Donc, à savoir delta M, delta E égale à delta M C carré. Mais pour travailler avec cette relation, on est obligé de convertir la masse ou le défaut de masse en kilogrammes. Donc, on sait qu'une unité de masse atomique était, on l'avait défini tout à l'heure, on avait dit que c'était égal à 1,66 10-24 kg, 10-24 grammes, pardon. Donc, si vous voulez convertir delta M en kilogrammes, donc ça va être 1,3 10-3 fois 1,6604 10-27 et ça va être delta M en kilogrammes multiplié par la vitesse de la lumière, donc C au carré. Donc, lorsque vous faites les calculs, vous trouvez une énergie delta E de 1,943 10-13 joules. Donc, ça c'est l'énergie de liaison, de formation du noyau de deutérium. Si on veut calculer l'énergie de liaison par nucléon, donc il suffit de diviser l'énergie EL par 2. Donc, et 2, c'est le nombre de nucléons. Maintenant, on va étudier les réactions nucléaires. Alors, les réactions nucléaires, comme le terme le laisse entendre, c'est une réaction qui correspond à un phénomène de transformation au sein des noyaux. Alors, cette transformation, elle peut être spontanée ou elle peut être sous l'action de choc entre les particules. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un atome avec un noyau. Donc, la transformation, elle peut être spontanée, c'est-à-dire sans action extérieure, ou alors elle peut avoir lieu selon si on bombarde l'élément par un proton, un neutron ou une radiation, alpha, bêta, gamma. Nous verrons plus loin de quoi ils sont constituées ces radiations. Alors, ces réactions vont donner d'autres noyaux comme toutes les réactions, mais la particularité, c'est que ce sont des réactions qui dégagent beaucoup d'énergie. Alors, donc, on caractérise ici comme l'atome caractérisé par X, Z est le nombre de masse A. On va pouvoir caractériser les particules. Par exemple, l'électron, ça va être moins 1 pour Z et 0 pour A. Le proton, ça va être 1, 1. Et le neutron, ça va être Z égale à 0 et 1 pour A. Donc, je vous donne ici quelques exemples un exemple de réaction nucléaire, c'est la transformation de l'azote en oxygène. Donc, cette réaction se fait par l'influence des radiations alpha. C'est le noyau d'hélium. Alors, lorsqu'on envoie une radiation alpha sur l'azote, on observe une transformation de l'azote en oxygène et il y a apparition d'une autre particule, le proton. Donc ici, dans les réactions nucléaires, comme dans toutes les réactions normales, il faut vraiment respecter l'égalité des numéros atomiques au début et à la fin de la réaction. C'est-à-dire la somme des Z au départ doit être égale à la somme des Z à l'arrivée. La même chose pour le nombre de masses. Alors ici, on voit bien que c'est respecté. Ici, Z, l'azote, c'est 7. L'hélium, c'est 2. Donc, ici, c'est 9 pour les produits. Pour les réactifs, pour les produits, vous avez 8 et vous avez un, c'est 9 aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, pareil pour le nombre de masse. Le nombre de masse, la somme des nombres de masse des éléments de départ doit être égale à la somme des nombres de masse des éléments à l'arrivée. Alors, comme je vous ai dit, ces réactions-là libèrent des énergies très grandes. Ici, à titre d'exemple, on va comparer l'énergie libérée lorsque vous avez
on forme un noyau de deutérium et l'énergie libérée lorsqu'on forme une mole de CO2 par l'intermédiaire du carbone et de l'oxygène. Alors, cette réaction-là, c'est le même calcul qu'on a fait tout à l'heure, seulement ici, on va donner l'énergie par mole, c'est-à-dire on va multiplier le delta E qu'on a calculé plus loin par le nombre d'Avogadro et on va obtenir l'énergie de liaison par mole de deutérium. Donc, delta E prime, ça va être égal à 1,17, 10 à la puissance 11 joules par mole. Si vous regardez l'énergie libérée par une mole de CO2, on voit que l'énergie, elle est de 2,25, 10 à la plus 3 joules par mole. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un grand facteur de différence entre les deux énergies et donc les énergies nucléaires sont beaucoup plus énergétiques que les énergies normales. Donc on va définir ici on va donner une définition de la radioactivité. Alors, la radioactivité, c'est un phénomène physique par lequel des noyaux atomiques instables, alors les noyaux atomiques instables, on peut citer comme à titre d'exemple les isotopes. Ce sont des noyaux qui sont très instables. Et ce sont des noyaux donc instables qui se transforment spontanément en d'autres atomes. Donc, c'est ce qu'on appelle la désintégration. Donc, vous avez la transformation d'un atome à un autre atome. Et la transformation a lieu si, bien sûr, l'élément est instable. Alors, ces réactions donc, vont se passer. Donc, ce sont des réactions qui vont donner donc, des énergies très grandes et ils vont émettre des particules comme l'électron, les noyaux d'hélium, le neutron et ainsi de suite. Donc, les réactions radioactives, donc ce sont des radioactivités, donc c'est une désintégration d'un atome à un autre atome, donc d'un atome instable vers un autre atome qui peut être stable ou instable. Et donc, la réaction va s'accompagner d'énergies qui sont assez élevées et par des particules comme les électrons, les protons et les neutrons, le noyau d'hélium et ainsi de suite. Alors, ce phénomène a été découvert en 1896 par Becquerel. Donc, Becquerel travaillait sur l'uranium et plus tard, cette radioactivité a été confirmée par Marie Curie qui travaillait, elle, sur le radium. Donc, ces chercheurs-là ont manipulé des produits très dangereux sans qu'ils le sachent et ils ont payé, bien sûr, leur vie pour ça. Donc, ils sont morts de cancer tous les deux parce qu'ils pratiquaient donc des produits très dangereux, radioactifs, sans qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, on distingue deux types de radioactivité. Il y a la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. Alors, donc, la radioactivité naturelle, c'est quoi? Donc, c'est un processus de désintégration, comme on a dit tout à l'heure, d'atomes qui sont instables. Donc, on n'a pas besoin d'intervenir pour désintégrer l'atome, il va le faire de lui-même, tout seul. Donc, ici, vous avez l'intégration d'un élément X vers un autre élément Y. Donc, la réaction va donner un élément Y et une particule. Et bien sûr, de l'énergie. La radioactivité artificielle, l'élément X ne va pas se désintégrer tout seul. Donc, on va lui envoyer un rayonnement ou une particule et il va donner donc un autre élément plus un rayonnement ou une particule. Donc voilà donc les deux types de radiation. Alors par contre, les rayonnements, je vous ai dit tout à l'heure plus haut que on pouvait avoir des rayonnements alpha, bêta et gamma. Donc on va les définir chacun tout seul. Donc ici, on va commencer par le rayonnement alpha. Alors le rayonnement alpha, donc ce n'est autre que le noyau d'hélium. Alors ici, on cite la réaction de désintégration de l'uranium. Ici, l'astérix veut dire c'est un élément radioactif. Donc l'uranium 92-238 va donner un noyau de thallium 90-234 pour Z et pour A et un noyau va donner de l'hélium.
le rayonnement alpha. La réaction se fait donc avec dégagement d'un rayonnement alpha. Le rayonnement bêta, donc il y a deux types de bêta. Il y a bêta moins, donc c'est l'électron, ou on l'appelle aussi négaton, ou bêta plus, c'est le positon. Ici, on peut citer la transformation du phosphore en soufre et ici le sodium en néon. Ici, comme vous voyez, qu'on a vu tout à l'heure, ici la relation, ici les Z sont ici Z égale à 15, donc pour le phosphore. Et comme le bêta moins, c'est moins 1, donc ça fait 16 moins 1, donc ça fait 15. Donc ici, on a conservation de Z. Ici, 32, 32, parce que le bêta moins, le nombre de masse A égale à 0. Ici, il y a une erreur, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, l'azote, c'est 22. Et ici, le néon, c'est 11. C'est une erreur. Ici, normalement, on devrait avoir la même chose parce que parce on n'a pas respecté ici le nombre de masses. Par contre, pour le nombre de protons, si. Ici Z, et ici on a 10 plus 1, donc ça fait 11. Alors, pour le rayonnement gamma, c'est un rayonnement qui n'a pas de charge, il n'a pas de masse. Donc, gamma, ici, vous avez Z0 et A0. Alors, dans ce type de réaction, il n'y a pas de changement d'atome, il y a seulement un réarrangement à l'intérieur de l'atome. Donc, c'est-à-dire, on va passer d'un baryum qui est instable à un baryum qui est stable. Ici, vous remarquez que le Z n'a pas changé et le A non plus n'a pas changé. Alors, on va énoncer une loi, donc on va déduire une loi très importante dans la radioactivité, c'est la loi de Soddy. Dans la loi de Soddy, lorsque il y a émission de rayonnement alpha, donc le produit qu'on va trouver, il aura un Z diminué de 2. Ici, par exemple, pour le radium et l'uranium, le radium a 98 et l'uranium, il a 96 parce que l'émission alpha a diminué de 2 le numéro atomique du produit qu'on a obtenu. Dans l'émission bêta-, c'est l'inverse. Le produit qui est formé, son Z est augmenté de 1 parce que vous faites Z de ce produit-là, c'est égal à 92 plus 1. Donc, on va énoncer dans ce cas la loi. La loi, elle dit la chose suivante, que lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation de la charge et du nombre de masses. Alors, d'une manière générale, on peut schématiser ça par la réaction suivante. Vous avez une réaction alpha qui donne Y plus une particule P. Alors, le numéro atomique de l'atome Y formé, c'est égal à Z moins Z', sachant que la particule elle a numéro atomique Z' et le nombre de masse A'. Et le nombre de masse du produit formé, c'est A moins A', de manière générale. Donc, X, on l'appelle le noyau père parce que c'est l'origine. Y, c'est le noyau fils, c'est le produit. Et vous avez P, c'est la particule émise par la désintégration. Alors, lorsqu'on dit des réactions, on dit cinétique de réaction aux vitesses de réaction. Donc, vous avez lors d'une réaction, d'une transformation ou d'une désintégration, vous avez le noyau A va se transformer en noyau B. Donc, cette transformation-là, elle aura lieu avec une vitesse V ou activité égale à la dérivée du nombre d'atomes présents à l'instant T par rapport au temps. Égale, et cette vitesse-là, elle sera proportionnelle au nombre d'atomes N. Donc, égale à lambda N. Lambda, c'est la constante de proportionnalité aux constantes de désintégration radioactive. Donc, cette constante-là, elle est propre à chaque élément. Chaque élément, il a une constante qui lui est propre. Donc, dans cette relation-là, on peut faire passer le N ici et le dt ici, et on va intégrer entre N0 et Nt. Donc, N0, c'est le nombre d'atomes présents à l'instant initial. Et Nt, c'est le nombre d'atomes présents à l'instant t. Donc, l'intégrale de N0 à Nt de d de n sur n égale à moins lambda. On sort de l'intégrale lambda parce que c'est une constante.
et l'intégrale de 0 à t de d de t. Donc, on obtient log népérien de nt sur n0 égale à moins lambda t. Pour avoir le nombre d'atomes à l'instant t, on va passer à l'exponentielle. Donc, ça va être n0 exponentielle moins lambda t. Voilà pour le nombre d'atomes. Donc, il y a une autre notion très importante dans la radioactivité, c'est la demi-vie ou la période. Alors, la période, c'est quoi? C'est le temps pendant lequel la moitié des atomes présents initialement est désintégrée. C'est-à-dire que à l'instant t égale à grand T, on la note ici comme ça, T majuscule, on aura n, le nombre d'atomes présents à cet instant-là, et serait égal au nombre d'atomes initial divisé par 2. Et si on revient à la relation de tout à l'heure, donc on va trouver donc log népérien de n sur n0. Si on remplace n par n0 sur 2, donc vous aurez n0 sur 2 sur n0 égale à moins lambda t. Et donc t égale à log népérien de 2 sur lambda égale à 0,693 sur lambda. Alors la période d'un élément va varier en quelques fractions de seconde à quelques milliards d'années. Ça dépend des éléments, bien entendu. Ici, par exemple, on vous a donné une liste. L'oxygène, c'est 125, le brome, c'est 34 heures, le calcium, c'est 152 jours, le tritium, ça c'est l'isotope de l'hydrogène, c'est 12 ans, le carbone 14, l'isotope du carbone, c'est 5730 années, et ainsi de suite. Donc, la période, elle varie ici d'une centaine de secondes à 10 à la puissance 8 années. Donc, c'est vraiment très, très variable. Alors, on définit l'activité, donc on l'a vu tout à l'heure. Donc, l'activité, c'est la même chose que la vitesse, on a dit ici. Donc, on dit activité aux vitesses de la réaction. Donc, ça va être lambda nt égale à lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et ce lambda n0, on va le poser égal à A0. Et ça va être l'activité à l'instant t égale à 0. Il y a une unité très utilisée en radioactivité, c'est le curie. Donc, un curie est égal à 3,7 10 à la puissance 10 des intégrations par seconde. Donc, ici, vraiment, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur parce qu'on aura le temps de le voir. Alors, maintenant, on va définir la fusion. Deux réactions nucléaires très importantes, c'est la fusion et la fission. Alors, c'est quoi une fusion? Alors, la fusion, c'est la réunion de deux noyaux légers pour donner un noyau plus lourd. Donc, la réaction va s'accompagner par la formation d'un neutron et de l'énergie. La décomposition ou la fission, c'est la décomposition d'un atome qui est grand, lourd, par l'intermédiaire d'un neutron pour donner naissance à deux noyaux plus légers, donc le lantane et le baryum, et trois particules de neutrons et beaucoup d'énergie évidemment. Donc on peut schématiser comme ça la fusion. Donc vous avez le deutérium, le tritium pour donner le noyau d'hélium, un neutron et de l'énergie. La fission, donc vous avez ici le noyau d'uranium qui est assez grand. Il se décompose en deux noyaux de lantane et le brome et trois neutrons. Donc voilà, je crois qu'on a ici, comme ça on a fini la vidéo concernant la deuxième partie du chapitre 2. J'espère que vous allez pouvoir la consulter et que ça serait profitable pour vous. Donc, je vous salue et à bientôt et merci beaucoup.